Super, génial. Bon, je pense que tout le monde a rattrapé le lien. Bon vendredi matin, on est content de commencer cette étape 2-là avec vous du webinaire sur l'analyse de l'apprentissage. On va avoir plusieurs exemples à vous présenter. En fait, on avait beaucoup d'exemples, on a fait des choix, peut-être même déchirants. On a mis plusieurs liens dans Moodle pour compléter la présentation d'aujourd'hui. J'imagine que vous avez vu passer le fait que le webinaire dans le fond, l'enregistrement de la première étape a été rendu disponible en morceaux parce que c'était quand même un long enregistrement. Donc, merci beaucoup là, à Jean-Pierre de la VTI de nous avoir rendu disponible cet enregistrement-là, ce qui fait que des gens qui voudraient réécouter des parties de la première étape ou encore qui avaient manqué ou qui étaient multitâches, ça arrive à certains d'entre vous. Vous allez pouvoir réécouter ça, c'est disponible dans Moodle. On a reçu vos commentaires dans FOVEA, donc on peut vous dire là, qu'on a pris bien note là, qu'on va ouvrir notre caméra quand on va parler. Si jamais on oublie, vous nous avisez dans le clavardage, on reste disponible. La dernière fois, on avait jasé environ 2h30. On a prévu 3 heures à l'horaire, mais on sait que vous êtes bien occupés. Donc, si on finit quelques minutes avant, tant mieux. Il y a quelques questions qui restent en suspens par rapport à vos attentes, les attentes qui ont été présentées la dernière fois et qui ont été mentionnées dans les commentaires de FOVEA. Il y a des grandes questions. J'ai envie de vous dire qu'il y a des questions avec écrites en majuscules quasiment. Par exemple, est-ce qu'il y a des domaines ou des aspects qui seraient plus difficiles à mesurer? Est-ce qu'on peut viser l'objectivité? Est-ce qu'il y a une tendance à être subjectif quand on regarde ces données-là qui sont disponibles? Comment on fait pour se poser des questions pertinentes, les bonnes questions? Dans le fond, on pense qu'avec les exemples qu'on va vous présenter aujourd'hui, on risque de pouvoir tranquillement placer les choses. Je pense que quand on en avait discuté avec les gens de la VTI, on leur avait dit on peut faire 10 séances sur l'analyse de l'apprentissage. Cela dit, je pense que 3, ça rentre mieux dans votre horaire. Donc, on ne pourra pas répondre à tous les attentes, mais assurément que les exemples d'aujourd'hui vont être inspirants pour la suite des choses, pour votre réflexion quant à l'analyse de l'apprentissage. Je dois vous présenter, attendez une minute, là, je dois vous présenter aussi, dans le fond, le retour sur la séance 1, je vais faire. On va présenter des exemples en 2 morceaux. Des exemples à l'international, parfois avec des gros budgets, parfois un peu moins. Des exemples plus précis au postsecondaire, entre autres, et au collégial. Ensuite, on portera un regard sur nos données, puis on s'intéressera à ce qu'on fait entre la première étape, entre cette étape-ci et la dernière qui est prévue pour début décembre. Juste avant de rentrer dans ces exemples-là, je propose de revenir rapidement sur le modèle. Je voulais féliciter tous ceux qui ont complété le test, en fait, sur Moodle. Vous avez très bien réussi, je suis fière de vous. Bon, j'ai vu qu'il y en a qui avaient fait 1 ou 2 reprises là, pour avoir toutes les bonnes réponses, mais c'est parfait. L'essentiel, c'est qu'on soit tous sur la même longueur d'onde maintenant qu'on aborde les exemples. Juste en rappel rapidement, là, on avait vu qu'il y avait des données qui provenaient du profil de l'étudiant. Donc, on peut penser à l'âge, le genre, le profil, les taux d'absentéisme, disons. Tout ça, c'est partie du profil de l'étudiant. Les apprentissages, on avait vu qu'on parlait surtout de ce que les profs évaluent déjà finalement, des résultats des examens à des projets, à des quiz formatifs à la limite. On a vu qu'il y avait les processus scolaires, donc ce qui se passe en classe, mais au postsecondaire, on pouvait étendre ça un petit peu aussi à ce qui se passe en dehors de la classe. Donc, voir ce que les étudiants font aussi en dehors, les mesures qui sont disponibles pour eux, entre autres. On peut penser au tutorat, par exemple. Puis aux perceptions, donc, ce que les étudiants pensent. J'ai beaucoup abordé ce que les étudiants pensent, mais on peut aussi voir ce que les profs pensent à la fois de leur rôle, de leur pratique, mais aussi de leur perception qu'ils ont des étudiants. Donc, ce n'est pas uniquement les perceptions des étudiants, mais bien de tous les acteurs du système. On va avoir des exemples qui vont aller en ce sens-là tout à l'heure aussi. On a aussi vu que pour chacun des ensembles, on peut avoir une mesure qui est ponctuelle. Donc, on va prendre une photo maintenant de ce qui se passe, puis on peut avoir, ce qui est aussi intéressant, la variation dans le temps, donc qu'il soit une mesure qu'on reprend toutes les sessions ou une mesure qu'on peut prendre plusieurs fois durant les sessions. On a vu également
Oh, ça fera pas long, j'ai pas pris la balle tantôt. Je vais la prendre tout de suite. Je vais donc pouvoir changer de page. On a vu aussi que ce qui était intéressant, c'était de croiser les données qui provenaient de plusieurs ensembles, soit à l'intersection de 2, 3 ou 4 ensembles. C'est pas toujours l'objectif, c'est pas nécessairement toujours d'aller au centre du modèle. Ça dépend évidemment de nos intentions, de ce qu'on veut faire avec les données ou des décisions finalement qu'on a à prendre en ce sens-là. Donc, les données nous aident à soutenir la prise de décision. Puis, il faut voir ce qu'on fait après comme traitement. Une fois qu'on a pris une décision, l'action qu'on va utiliser pour améliorer la situation. Donc, c'est ça. On peut comparer la situation actuelle avec une situation souhaitée pour tenter de réduire l'écart entre les deux. On peut voir une progression en temps réel ou de façon rétrospective. Puis, ça devient intéressant aussi de contextualiser les données. Il y a quelqu'un, j'ai participé au colloque de l'ADME, l'association, il me manque des lettres, mais en évaluation. Il ne serait pas fier de moi en ce moment. Puis il y a eu un atelier qui parlait un peu de learning analytique, puis ce que j'ai entendu de plus beau cette journée-là, c'est les données nous servent à quelque chose seulement si on dispose de méthodes pour en faire quelque chose. Là, on parle beaucoup de données, mais le prof dans sa classe, il fait quoi avec ça? La direction dans son école, elle fait quoi avec ça? Le CP qui a des données, qu'est-ce qu'il fait avec ça? Donc, c'est l'angle avec lequel on va regarder ça aujourd'hui. Attends-moi. OK. Puis, il y a une petite phrase que Séverine et moi, on aime bien, une citation. Donc, il importe d'éviter le piège d'évaluer ce qui est facile à mesurer, pour plutôt évaluer ce qui a de la valeur. Donc, ce qui nous intéresse, ce n'est pas nécessairement les données qu'on possède actuellement ou ce n'est pas nécessairement ce qu'on peut faire facilement comme évaluation, mais c'est vraiment d'aller chercher ce qui a de la valeur pour faire notre évaluation. Puis, c'est dans un contexte de prof qui regarde ses étudiants, mais aussi dans un contexte de CP qui peut regarder ses profs ou le résultat des étudiants des profs qui va suivre. Et donc, on vous lance la question ce matin. Je n'ai pas le haut. Quelle est la question à laquelle, je présume, vous souhaitez répondre? Si je vous demandais l'utilisation des données, ça vous permettrait de répondre à quelle question? Si je vous en donnais juste une. Puis, je vous invite... je pense que vous devriez avoir accès au tableau blanc. Jean-Pierre, je sollicite ton aide au besoin. Sinon, vous pouvez écrire dans le chat, puis on pourra positionner les questions ensuite, on pourra les copier-coller. Pour le tableau blanc, en principe, le plugin devrait avoir été installé si vous utilisez avec Chrome. Parfait. Est-ce que vous êtes en mesure d'écrire sur la diapositive? Pour l'instant, je ne le vois pas. Là, on était en mode de partage de la diapo. Ah, je vais... J'ai le petit bouton pour écrire est en grisé actuellement pour le tableau blanc. Tu partages le tableau blanc. J'y arrive. Tableau blanc. Tableau blanc. Donc, en ce moment, vous devriez pouvoir écrire. Bon, je vais les prendre dans le chat en même temps. Je vois que Martin Bérubé, tu parles de la réussite des étudiants. Si je te demandais de formuler une question, je vous l'avais dit que ça serait plus difficile aujourd'hui. C'est à votre tour. Formuler une question. Ouais. Oh là, tu me prends de court, par exemple. Dans le sens que tu veux savoir, c'est qu'est-ce qui peut influencer la réussite des étudiants? Ben, en fait, comment je pourrais me servir des données générées pour favoriser un apprentissage individualisé. En fait, de faire des interventions individualisées plus spécifiques qui répondent encore plus aux besoins, ne pas me fier uniquement qu'à mes perceptions subjectives, mais avoir quelque chose sur quoi travailler. Dans le but d'individualiser ou de personnaliser, disons, l'apprentissage. Personnaliser puis de m'assurer de bien répondre aux besoins des étudiants, puis parce que bien souvent, on peut jaser avec eux autres, mais peut-être d'autres aspects qu'on pourrait cibler, puis qu'on pourrait intervenir, puis que ça apporterait un plus à l'étudiant dans sa réussite. Parfait.
Je vois qu'il y a des... J'ai juste un café de prix le matin, Michel, voilà, là. Hey, je pense que je suis rendue à mon 4e. C'est ça qui arrive. J'ai oublié de me mettre au diapason des cafés. Hey, on avait des questions, mais ils viennent de disparaître. Ah, les là. Les questions des pratiques favorisant la réussite de tous les étudiants. Donc, Jessica, ce que tu cherches, c'est les pratiques que tu peux appliquer à tout le monde en ayant le meilleur taux de réussite, disons. Oui, ou quelles sont les pratiques différentes qu'on peut mettre en place au même moment qui Ouais. favoriserait la réussite de tous les étudiants. Donc, ça peut être l'un ou l'autre. C'était pour préciser l'intention de Martin. Là, moi aussi, je me disais la réussite des étudiants, bien intéressant. Oui, parfait. Merci. Comment anticiper les situations d'échec? Oh, c'est intéressant, ça. Il y a tout un volet d'analyse prédictive qui sont utilisés dans ce sens-là. On va y revenir un peu plus la semaine prochaine. Il y a des moyens à la disposition du prof pour mesurer l'engagement. Oh, qui a écrit ça? C'est pas moi, Michel. C'est ça, mais... C'est pas moi, ça a l'air, hein, c'est ça. Mais c'est ça, puis je trouve que toutes les questions sont un peu sont super pertinentes. Ils ouvrent la porte à d'autres questions. Parce que là, dans le fond, j'ai envie de dire, ben, la réussite, dans la question de Jessica, la réussite éducative, la réussite scolaire, l'engagement, ben, il y a différents types d'engagement. Il y a plein de belles questions. Par exemple, les questions anticipées sur la situation d'échec des étudiants, ceux qui sont là, maintenant, ici maintenant, où on prend un recul avec une vision plus macro, bien, il y a un enjeu de réussite globale dans ce programme-là, donc on s'intéresse à ça maintenant et ceux qui vont arriver dans les prochaines cohortes. Super intéressant. La question sur les indicateurs aussi, on met la table cette semaine avec des exemples, mais assurément que vous allez être en mesure tranquillement, avec les questions qui sont posées et les projets qui vont être présentés, de décider certains indicateurs, à savoir s'ils sont pertinents et utilisables. C'est à suivre. Les dangers d'utiliser certaines données qui favorisent certains étudiants, certaines situations. Ça revient un peu à Broadfoot que Michel présentait tantôt, l'idée de croiser, par exemple, l'assiduité avec des résultats scolaires, des résultats qu'on a pour peut-être arriver à apporter un regard. Ben, c'est peut-être d'utiliser certaines données qu'on a facilement pour essayer de facilement trouver une solution. Mais vous allez voir, là, c'est c'est multifacette tout ça. Il y a d'autres questions dans le clavardage, Michel. Comment permettre d'aisément suivre le parcours des étudiants et laisser les étudiants suivre leur parcours? C'est intéressant. Donc, on parle beaucoup de personnalisation des apprentissages. Les étudiants n'ont pas tous le même cheminement. Ça croise les apprentissages et le processus scolaire, quelque chose d'un certain angle, on pourrait parfois se demander s'il y a de la place justement pour le profil de l'étudiant dans le processus scolaire. Est-ce qu'il subit, est-ce qu'il l'influence? C'est une bonne question. Puis je pense que dans les exemples qu'on va voir, là, le ART 2.0 va apporter quelque chose d'intéressant, en particulier au collégial, au niveau universitaire, parce que les étudiants suivent moins un parcours tout le monde ensemble, comme on peut voir un peu plus au collégial où on s'inscrit dans un programme, on fait tous le même cours au même moment ou à peu près. Il y a la question de Frank qui nous demande pourquoi le ministère n'applique pas les techniques de machine learning sur les données du SRAM ou du SRAC et des collèges pour anticiper qui serait en situation d'échec. Il faut savoir qu'il y a des données qui suivent les étudiants. La moyenne au secondaire reste et demeure un élément qui prédit ou qui influence d'une certaine façon la réussite au collégial. Il faut savoir que c'est un peu comme ce qu'on présentait la semaine passée concernant l'Australie. C'est pas parce qu'on a beaucoup de données qu'on a nécessairement les bonnes questions puis que ces données-là, il faut faire attention à la corrélation, à la causalité. C'est pas parce qu'on a toutes ces données-là qu'on va nécessairement arriver à faire quelque chose avec. Je fais une petite parenthèse sur les données du SRAM. Moi, je suis une ancienne employée du SRAC. C'est donc ma déclaration d'intérêt dès maintenant.
Mais il y a des initiatives en ce sens-là. Puis là, je remonte. Moi, j'ai travaillé au SRAC en 2011, 2004 à peu près. Puis notamment dans le calcul de la cote SRAC, il y a la cote SRAC est influencée selon les programmes par un certain nombre de données qui arrivent évidemment des notes du secondaire. Mais l'étape d'après, c'est aussi ce que j'ai vu qui se faisait dans ce temps-là, je ne sais pas si ça se fait toujours, mais il y a des collèges qui demandaient une fois qu'on a sélectionné les étudiants, d'aller chercher tous ceux dont la moyenne générale, la moyenne en français était inférieure à 65 pour leur donner des mesures dès leur arrivée. Donc, c'est un exemple d'utilisation des données qui n'est pas récente, en fait, qui est aussi vieille que moi, finalement. Et je vais la lire en même temps. L'interruption antérieure des études est l'un des facteurs qui permettait de prédire les possibilités qu'un nouvel étudiant universitaire quitte l'université avant d'obtenir un diplôme. Mais c'est toujours vrai. Autrement, quels indicateurs nous permettraient d'intervenir rapidement auprès des étudiants qui risquent de quitter avant la fin de leurs études? En fond, on se sert du profil des étudiants pour s'intéresser à leur apprentissage puis peut-être influencer ce que le processus scolaire pourrait faire pour eux. Super intéressant. On se rapproche tranquillement du noyau, là. Est-ce que, Michel, on va y aller avec les exemples. Ça va, vous allez peut-être trouver des réponses à vos questions à travers ça. Les exemples qu'on vous partage aujourd'hui, comme Séverine disait, il a fallu faire des choix. C'est entre autres des exemples qu'on a entendus, les premiers, là, des exemples qu'on a vus l'année passée quand on est allé à la conférence sur le learning analytique à Vancouver. Je pense que ça va répondre. J'ai relu les intentions récemment, puis ça va répondre à... J'ai noté, entre autres, là, que Guylaine s'intéressait aux outils, Catherine, Jules, Sébastien. Ça risque de vous permettre d'accrocher ça. Peut-être pas nécessairement voir demain matin qu'est-ce qu'on fait avec ça, mais à la fin de chacune des présentations qu'on va avoir, vous allez être invité à vous demander est-ce qu'on implanterait ça dans notre collège? Si oui, comment on le ferait? Puis qu'est-ce que ça impliquerait aussi? Évidemment, il y a la technique, mais il y a aussi toute la partie de bonnes pratiques. Donc, je vous invite à réfléchir à ça pendant qu'on va vous faire les présentations.